Monsieur le député de René Lévesque. Nous poursuivons avec maintenant, je reconnais, Monsieur le député d'Hochelaga Maisonneuve. Merci, Monsieur le député, Monsieur le Président. Désolé. Je me rappelle quand j'étais tout nouveau député ici, j'avais fait une belle intervention et j'avais oublié de lire ma motion de grief. Alors, depuis ce temps-là, je commence toujours par ma motion de grief pour ne pas avoir l'air fou. Alors, elle va comme suit. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ et le ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs pour son budget qui envoie un signal contraire à l'urgence d'agir face au changement climatique, alors que le Québec est encore loin d'atteindre ses objectifs de décarbonation. Voilà. Avant même que vous poursuivez, je vous dis que votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité. Merci, Monsieur le Président, je suis rassuré. Allons-y sur le fond maintenant. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je veux parler à la fois donc de l'environnement, mais je vais me garder quelques temps aussi à la fin pour parler du dossier de la famille. Environnement, d'abord, à chaque année, c'est un peu la même chose. On constate dans le budget l'insuffisance de l'ambition caquiste, de l'ambition du gouvernement sur le dossier de l'adaptation au changement climatique. Les montants sont dérisoires. Par contre, l'ampleur des dégâts, eux, ne sont pas dérisoires. On les a connus dans les dernières années. Le chiffre qui fait mal, le chiffre qui est frappant, Monsieur le Président, c'est le 0 % d'augmentation du budget en environnement cette année. On sait qu'avec l'inflation, d'habitude, ce qu'on pense être les coûts de système, les coûts d'augmentation naturelle du système, ça doit être alentour de 3 %. 0 % d'augmentation du budget, ça veut dire qu'il y aura donc objectivement des coupes dans différents programmes que nous connaîtrons, j'imagine, saupoudrés au courant des prochains mois, prochaines années. Il y a quand même des montants au programme économie verte, mais on assume que le 200 millions qui est dans le budget, ça va être essentiellement les revenus issus du système de plafonnement d'échange des droits d'émission, donc pas de budget nouveau, pas de nouvel argent comme on le dit. Par contre, ça fait plusieurs années que le ministre présente sa mise à jour après la présentation du budget, la mise à jour donc du SPED. C'est un problème d'un point de vue de transparence, j'oserais dire, parce que ça rend compliqué l'analyse de l'orientation du budget du gouvernement. Pour aller chercher des revenus supplémentaires, on parle d'assurer la délivrance des autorisations environnementales dans un délai optimal. Déjà, pourtant, il y a des articles il y a quelques mois dans la presse qui parlaient qu'il y avait beaucoup d'autorisations qui étaient livrées dans des temps records. Il y a une nouvelle pratique de subdiviser à outrance des projets pour aller encore plus vite. Donc, ça nous inquiète, ce délai-là, qui est adopté par la CAQ. On avait déjà le ministre, là, au tournant des fêtes, qui annonçait qu'il voulait être en bonne concurrence avec les États-Unis, qui est en train de renoncer de facto à la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est d'autant plus inquiétant que c'est une autre manifestation, peut-être, de cette façon-là, de dire, bien là, l'environnement, ça passera en bas de la pile des priorités. Je le disais donc à l'instant, il y a beaucoup d'autorisations qui sont faites au gouvernement, sans même avoir eu de processus d'inspection. Depuis 2021, 40 % des projets acceptés par le ministère ont obtenu un feu vert en vertu du processus d'autorisation, mais 60 % n'ont pas été évalués par les fonctionnaires du ministère, extrêmement inquiétant. Aucune mention non plus dans le budget des plans de protection de la biodiversité, alors qu'on continue de raser de force des projets et contre tout bon sens des milieux à haute valeur écologique. On n'a qu'à penser au triste dossier Stablex que nous avons eu à gérer jeudi et vendredi dernier. J'ai eu l'occasion d'aller me rendre d'ailleurs avec la députée de Sherbrooke vendredi en fin de journée, début de soirée, sur site. Et on nous avait parlé quasiment d'un désert lunaire. Au contraire, il y avait une végétation, j'oserais dire, luxuriante. On a même vu des castors sur le site, évidemment des oies à profusion. C'est la saison du retour des oies. Donc, vraiment, ces dossiers-là, de plus en plus, génèrent de la grogne citoyenne. Moi, dans mon quartier, c'est Raymond Logistique. À Blainville, c'est maintenant Stablex. Est-ce que ce genre de projet-là va se multiplier dans le futur où le gouvernement donne des autorisations comme ça, soit par un procédé beaucoup trop rapide ou par des bâillons? C'est quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant. Sinon, sur le dossier de l'adaptation au changement climatique, on parle d'une somme de 23,9 millions. Mais vous savez, le débit, l'an passé, c'était 2,5 milliards de dommages. En 2023, les feux de forêt ont un impact économique qui peut aller jusqu'à 13 milliards. Alors, je ne sais pas ce qu'on pense faire avec 24 millions d'adaptation au changement climatique. On n'ira pas bien loin avec ça. Même chose pour prolonger les travaux pour la protection du territoire face aux inondations, 7,6 millions. Encore une fois, on a des catastrophes naturelles passablement plus coûteuses, des changements climatiques qui continuent à mettre des sommes dérisoires sur la protection du territoire. Je ne sais pas comment on pense y arriver du côté du gouvernement, mais on n'ira pas bien loin avec ça. Il y a la relance du programme Rouler vert, c'est très bien, mais les enveloppes sont décroissantes puis ils prennent fin en 2027, en même temps qu'on retire des incitatifs fiscaux. Alors, je ne sais pas si ça contribue à atteindre nos objectifs généraux de réduction en gaz à effet de serre, mais j'en doute. Même chose du côté du transport collectif. On avait 800 millions juste pour des voies réservées à Québec qui ne verront jamais le jour.
Le transport collectif est encore très loin de là où on devait être pour réduire de manière substantielle nos émissions de gaz à effet de serre. Rappelons que le transport, c'est un des très gros morceaux de la production des GES. Il y a toujours moins de 30 du budget qui va dans le transport en commun, alors qu'on devrait être dans le 50-50 avec la construction de nouvelles routes. Il n'y a aucune mesure d'écofiscalité, alors on vit encore vraiment dans un passé quasiment idéalisé du côté de la CAQ en matière d'environnement. C'est extrêmement triste, c'est extrêmement, j'oserais dire, quasiment démobilisant pour la jeunesse du Québec. Et j'espère que la très mauvaise idée du dossier Stablex de faire un bâillon, de piler sur l'autonomie municipale comme on l'a connu la semaine dernière, va mobiliser, stimuler des gens pour dire « ça suffit, il faut que le gouvernement fasse plus en environnement ». Je vais prendre les minutes qui me restent, Monsieur le Président, pour vous parler d'un autre de mes dossiers qui me tient beaucoup à cœur, c'est le dossier de la famille, des services de garde. Il y a 28 000 enfants sur la liste d'attente au Québec en ce moment. Et il y a 10 000 places manquantes en vertu de la promesse même du premier ministre qui a été faite lors des dernières élections. On a pourtant entendu la ministre, pas plus tard que la semaine dernière, nous dire que le grand chantier des familles était terminé. Terminé, on a rempli notre engagement des nouvelles places. Pourtant, 28 000 places en liste d'attente, 10 000 places manquantes versus le premier ministre. En plus des places manquantes, la qualité éducative est en chute libre. La vérificatrice générale a sonné l'alarme à de multiples reprises. La solution, elle doit passer par deux moyens, prioriser le développement des places en CPE, parce que c'est là que le modèle a fait ses preuves, puis surtout valoriser les éducatrices. Pourtant, vous le savez, c'est la grève qui bouillonne dans le milieu des CPE, des éducatrices. On a déjà connu 2 vagues de journées de grève. On en a une à partir de demain pour 3 jours. Il y a un mandat de grève générale illimité qui a été pris en instance. Ça pourrait arriver dans les prochaines semaines. Donc, c'est extrêmement inquiétant. En plus, on a un projet de loi anti-syndical, anti-grève, le projet de loi 89, à mon avis, qui vise en particulier les éducatrices qui sont en ligne pour faire la grève. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui fait preuve de beaucoup de vision en matière de dossiers de famille, Monsieur le Président. Vous rajoutez à ça dans le cocktail, les inscriptions au DEC sont en chute libre. On a fermé une cohorte au cégep Gérald Godin. Donc, la suite est très inquiétante. Puis, on a des éducatrices qui décident ouvertement de dire « je quitte le réseau, je suis mal payé, je ne suis pas reconnu, c'est plus payant d'aller travailler chez Costco que d'élever les enfants de la nation. » Alors, je sais que la présidente du Conseil du Trésor me dit toujours que tout va bien. On a 2 syndicats sur 3 qui ont signé une convention collective. Elle oublie de mentionner que les 2 syndicats sur 3 représentent à peine 15 des éducatrices dans le réseau et que l'autre gros morceau, celui de la CSN, c'est presque 85 Alors, bravo d'avoir signé 2 sur 3. Il reste le plus gros morceau à 85 Les éducatrices sont en grève à partir de demain, comme je le disais. Il y a une grosse manifestation qui se prépare le 12 avril à Montréal par Ma place au travail. C'est le mouvement citoyen là, alentour de la question des services de garde au Québec qui ont été un joyau pendant des décennies et qui s'enlignent malheureusement pour faire pâle figure en vertu de d'autres législations nord-américaines et ailleurs dans le monde. Donc, de voir la ministre, encore une fois, dire que le travail est fait, que c'est terminé, qu'on peut passer à un autre appel, ça m'inquiète. Elle a un projet de loi sur la question du service centralisé là, pour les places. C'est intéressant, on va l'étudier au mérite. J'ai hâte de voir les groupes qui seront invités et qu'est-ce qu'ils en pensent. Cela étant dit, ça ne doit pas lui permettre de dire que la mission est terminée, de trouver des places supplémentaires, que les livres sont fermés, que les chiffres sont bons. Elle le sait très bien, la ministre, que ça ne fonctionne pas comme ça. Le gouvernement sait très bien qu'il n'y arrivera pas à remplir sa promesse de rétention d'éducatrices pour créer des nouvelles places s'il n'offre pas des salaires décents aux éducatrices et à toutes les autres personnes qui travaillent dans un milieu de garde, dans un CPE. Évidemment, il y a toutes sortes de personnes dans un CPE, pas juste les éducatrices. Elles forment le gros morceau, si vous voulez, des employés, mais il y a toutes sortes de personnes qui gravitent alentour d'un CPE. Il faut les payer décemment. Il faut leur faire des offres substantielles sur la table. Pendant la pandémie, c'était nos anges gardiennes. C'était des personnes qui permettaient d'avoir les CPE ouverts pour certaines personnes, certains types d'emplois. Elles étaient merveilleuses, elles recevaient des éloges du premier ministre dans ses conférences quotidiennes. Pas longtemps après, malheureusement, ils ont dû faire la grève malgré tout pour obtenir une reconnaissance. Elles doivent encore faire la grève aujourd'hui. Elles ont l'appui des parents, elles ont l'appui de la population. Il reste au gouvernement d'entendre raison et de faire en sorte qu'elles soient bien payées, qu'elles aient envie de continuer leur carrière parce qu'elles aiment travailler dans les CPE. Elles savent qu'elles font une différence. Elles savent qu'elles font un travail de qualité. Encore faut-il que le gouvernement le sache aussi et le reconnaisse à la hauteur de la situation. Merci, M. le Président. Merci, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.